Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera avocat, droit d'affaires. Donc, comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon ou Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, comme toujours, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salariés ou entrepreneurs. Allez, go! Les hommes comme nous ne gravissent pas les échelons grâce aux relations de leur papa. Chaque centimètre de pouvoir que nous avons arraché des griffes pourries, des médiocres, de tous les Alexander Pierce qui gouvernent le monde, nous l'avons gagné avec notre sang. Comment vas-tu, Leïla? Ça va bien et toi? Moi, ça va, très bien. Content de te recevoir. Ça fait un moment qu'on discute afin de pouvoir faire ce podcast pour la prochaine saison de PCA, la saison 6, si je ne me trompe pas. Ouais, la saison 6. Donc, voilà. Comme d'habitude, la première question, qui es-tu? Tout d'abord, je te remercie déjà pour cette invitation et je suis contente qu'on puisse effectivement avoir cet échange. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Leïla Lécusson. Je suis avocate et j'exerce plus particulièrement en droit fiscal et en droit des affaires. Ok. Ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait mon lycée à l'époque, donc du coup c'était le lycée Gissac à Sainte-Anne, qui a changé de nom depuis. Ensuite, j'ai commencé mes études de droit à Fouilleul. À l'Université des Antilles, qui là du coup aussi a changé de nom, parce qu'à l'époque c'était l'Université des Antilles Guyane, donc aujourd'hui l'Université des Antilles. Donc j'ai fait ma licence de droit là-bas jusqu'en 3e année. Et après, du coup, cette licence de droit, je suis partie à Paris pour faire effectivement mon Master 1 et mon Master 2, spécialisé uniquement en droit fiscal, et que j'ai eu du coup le plaisir de faire à la Sorbonne. Pourquoi le droit fiscal? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit un jour, je vais faire des études d'avocat et en plus spécialisé dans le droit fiscal? Alors, le droit fiscal, j'avais pas forcément l'idée de cette spécialisation au moment où j'ai voulu être avocate, puisqu'en fait, c'est un petit peu cliché, mais en fait, j'ai toujours voulu être avocate depuis toute petite. Je sais pas, depuis que je regarde la télé. Depuis que je regarde la télé, j'ai toujours voulu être avocate. Je ne me vois rien faire d'autre que ça. Donc, du coup, j'aurais été bien embêtée si je pouvais pas faire ça. En fait, j'ai toujours voulu être avocat. Et en fait, l'attrait pour la fiscalité s'est développé en licence, puisqu'en fait, c'est en licence de droit en 2e année qu'on commence en fait à faire du droit fiscal. C'est une matière qu'on n'aborde pas du tout dans le parcours général, au lycée ou autre. Et donc, en fait, j'ai beaucoup aimé cette matière, parce que je la trouve très technique en fait, c'est tout de suite technique, c'est tout de suite ça demande en fait je dis pas que les autres matières du droit ne demandent pas de réflexion, mais c'est pas la même logique en fait, c'est pas la même façon de réfléchir, c'est pas la même façon de travailler. Ce que j'aime beaucoup avec la fiscalité, c'est que c'est vraiment à part en fait par rapport aux autres matières. Quand on pense droit de la famille ou droit pénal, on voit tout de suite la garde à vue, on voit tout de suite le divorce, on voit tout de suite la garde d'enfants. Quand on parle fiscalité, c'est un petit peu plus difficile en fait de cerner ce dont on parle, mais en réalité c'est une matière qui est vraiment intéressante, qui bouge tout le temps, et alors même qu'elle est complexe, elle concerne vraiment tout le monde dans tous les aspects de la vie, justement, que ce soit en matière pénale, en matière de droit de la famille, etc. C'est une matière qui est vraiment super intéressante et que, à titre personnel, je trouve intellectuellement vraiment passionnante. Donc voilà. Ok. Comment ça s'est passé ces études? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était dur pour toi? Ou ça a été toujours un long fleuve tranquille? Non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ce serait pas du tout honnête de dire ça. Alors la première année de droit, je me rappelle très bien, puisque le premier semestre, donc première année de droit, je l'ai trouvé très difficile, parce qu'en fait, on apprend la méthode. En fait, ce qu'on fait au lycée, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait en première année de droit. Et donc, en fait, il faut apprendre la méthodologie juridique, la façon de raisonner. On a des exercices très précis qu'on appelle des commentaires d'arrêt. En fait, on va commenter les décisions de justice. La façon de faire des dissertations, c'est pas du tout les mêmes dissertations qu'on peut faire au lycée pour le bac. On a aussi le cas pratique, ça c'est vraiment quelque chose de spécifique au droit, où on a une façon de raisonner. Et en fait, ça, d'ailleurs, on a des cours de méthodologie. Il y a des cours où on n'apprend que la méthode. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça très difficile au premier semestre. Après, une fois qu'on a pris le pli, c'est bon. Voilà, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée au début de mon parcours. Après, une fois qu'on a pris le pli de la méthodologie du droit, les 3 années de fac, j'ai trouvé que ça a été au niveau de la licence. Après, c'était
la méthode et la routine en fait au niveau du travail. Après, là où ça a été plus compliqué, c'est le Master 1, forcément parce que je l'ai fait à Paris. Donc, j'étais déjà allée à Paris en vacances, enfin, j'avais vécu là-bas. J'ai pas de famille là-bas. Donc, du coup, je suis partie. Forcément, ma mère, elle m'a aidée à m'installer, etc. Mais une fois que maman est partie, on se retrouve toute seule voilà, dans la grande ville. Vous allez à la Sorbonne, donc c'est une fac qui n'a, en termes de dimension, ça n'a rien à voir avec Fouilleul. À Fouilleul, on est... surtout en licence, on est 30, 40 dans des petites salles avec vue sur mer. C'est super agréable. Après, vous arrivez en Master 1 à Paris dans des amphis où on est plusieurs centaines, personne se connaît. Enfin, vous connaissez pas les gens. Il y en a qui se connaissent déjà parce qu'ils étaient en licence ensemble. Et vous arrivez dans des machines, en fait. Parce que à Fouilleul, on connaît les enseignants. On peut leur envoyer des mails, on peut leur parler, on peut les aborder. Ils nous disent bonjour, en fait, quand ils nous croisent dans les couloirs. Mais à la Sorbonne, c'est juste qu'il y a trop de monde. Et donc, du coup, ce côté hyper familial, vous l'avez pas du tout. Cette proximité quand vous arrivez à Paris, donc dans une ville que vous connaissez pas, avec des gens que vous connaissez pas, etc. Une façon de travailler qui est différente. Donc ça a été très difficile encore une fois le premier semestre. Et puis après, il fallait réussir en fait. Donc moi pendant toutes mes études en fait, j'avais un seul fil conducteur, c'est que j'avais pas le droit d'échouer. Donc c'était interdit en fait. C'est pas dans le fait. Une question. Pendant ces études, est-ce que tu étais obligée de travailler? Non, j'étais boursière en fait. Donc j'étais pas boursière quand j'étais au lycée, mais arrivée à la fac en fait, voilà, des situations de la vie font que j'ai bénéficié en fait de la bourse. En fait, j'ai eu de la chance parce que comme j'ai eu une mention au bac, donc j'ai pu avoir une bourse de mérite en première année et en fait ça m'a permis de payer mon loyer pour la première année de licence, donc ça j'étais trop contente. Ensuite effectivement j'avais la bourse donc qui me permettait de travailler. En fait, après, j'avais des petits jobs, mais c'est peut-être 100 € voilà, comme ça au quotidien pour payer mes petites dépenses. Mais je vais pas dire que c'est un job étudiant comme il y en a comme certains qui le font. Qui travaillent vraiment à temps plein le soir, etc. C'était pas du tout ça. Et en fait, j'ai une maman, en fait, c'est un bijou parce que du coup, je suis un peu émue parce que j'aime beaucoup ma mère. Et en fait, ma mère, c'est un bijou parce qu'elle s'est juste donné à fond en fait pour que j'ai pas à travailler. On n'avait pas forcément des moyens qui sont énormes, mais elle m'a dit c'est hors de question que tu travailles en fait, tu te concentres sur tes études et moi je gère le reste. Donc du coup j'ai pas eu à travailler. En dehors de mes études, j'ai pu me concentrer uniquement du coup sur ça. Mais c'est sans doute aussi ce qui a fait que tu t'es dit que tu n'as pas le droit de ne pas réussir. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez une mère qui a pas les moyens, mais vous savez pas comment elle fait, elle arrive à vous trouver un logement à Paris alors que c'est hors de prix. Enfin, du coup, vous pouvez pas échouer en fait, même si c'est difficile, c'est juste pas autorisé en fait. Vous avez une seule voie, c'est la réussite. Ça veut pas dire qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, ça veut pas dire qu'on n'essuie pas des échecs, mais ça veut juste dire qu'en fait, on est obligé de se relever et de continuer parce qu'on n'a qu'une seule option en fait, c'est de réussir. Ok. Quand l'année se termine, ensuite, le parcours. Alors, quand tu réussis ton Master 2. Donc voilà, donc je fais le Master 1, Master 2, et donc après, en fait, pendant le Master 2, en même temps que le Master 2, j'étais inscrite à l'IEJ, c'est l'Institut d'études juridiques, en fait, où on doit s'inscrire pour préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Donc ça veut dire qu'en même temps que les cours du Master et des examens, on a du coup des cours en plus pour préparer l'examen qui sera du coup à la rentrée prochaine. Après, donc, en plus de cette IEJ pendant l'année, pendant juillet-août, donc du coup, j'ai fait une prépa que j'ai fait à distance. Donc, je suis rentrée chez moi en Guadeloupe, toujours avec ma petite maman adorable qui m'a mis mon petit déjeuner, mon repas le midi pour que j'ai qu'une chose à faire, c'est travailler pendant tout l'été. Donc, c'était un été horrible, au-delà du fait que voilà, j'avais ma mère qui était avec moi, mais c'est un été où on fait que travailler. Vous rentrez en été, donc les gens ils vont faire la fête, ils vont en soirée, mais vous restez enfermés chez vous à travailler. Parce qu'encore une fois, vous avez un seul objectif, en fait, c'est de réussir, donc vous vous donnez les moyens. Et donc après, effectivement, j'ai passé en septembre, du coup, l'examen d'entrée à l'école du barreau. Et donc, du coup, c'est une formation qui dure 1 an et demi. Et donc, pendant cette formation, une fois qu'on a réussi l'examen, on a 6 mois de cours. Et après, on a 2 fois 6 mois de stage. Ok. Et les stages, tu les as passés où? Alors, les stages, la première période de 6 mois, j'ai décidé de la faire en entreprise, dans une entreprise que tout le monde connaît, c'est les fromageries Belle. Donc, en fait, tout ce qui est vache qui rit et qui rit, en fait, c'est eux qui les font.
Et donc voilà, donc j'ai candidaté là-bas et donc j'étais au sein du service douane des fromageries Bell. Et c'était super intéressant parce que du coup c'est une entreprise qui est à l'international, donc ça permet un petit peu de voir les grands groupes fonctionnent. Comment les grands groupes fonctionnent. Et puis moi, comme j'ai toujours cette appétence pour les outre-mer et les territoires, et forcément on livre des kiris, des vaches kiris ici, donc j'ai voulu savoir en fait au niveau de l'entreprise Bell comment ça fonctionnait voilà. Comment est-ce qu'ils voient notre marché, comment ça fonctionne, comment ils appréhendent la fiscalité qui est spécifique chez nous. Donc ça, c'est le premier stage en fait que j'ai fait de 6 mois du coup en entreprise dans le cadre de cette formation. Ok. Ensuite, le deuxième stage. Ensuite, le second stage, donc c'est un stage qu'on doit obligatoirement faire dans un cabinet d'avocats en France. Okay. Donc là, du coup, j'ai fait un stage au sein du cabinet Fidal. Qui, à l'époque, on va avoir l'impression que ça fait que je ne sais pas quel âge, mais les choses évoluent très vite. Donc en fait, à l'époque, Fidal, en fait, c'était un cabinet d'audit et d'avocats. Depuis, ils se sont scindés, ils font que avocats et l'audit est parti. Bref. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait mon premier stage là-bas. J'étais juste trop contente d'avoir l'opportunité de faire un stage chez Fidal, parce que Fidal, c'est l'un des plus gros cabinets en fait, d'avocats d'affaires et qui est situé à la Défense, donc le quartier d'affaires. Quand vous passez, il y a les grandes tours exactement comme à la télé. C'est la première zone économique de France. En gros, c'est le premier endroit où plus d'argent circule. Le deuxième, c'est Jarry, mais le premier, c'est la Défense. Ok, je savais pas pour Jarry, super. Et donc, du coup, voilà, j'étais trop contente d'arriver là tous les matins. J'adore le lieu, il y a des gens qui le trouvent pas très beau, mais moi je le trouve magnifique. J'adore. La Défense. Oui, moi je trouve ça trop joli. Moi, c'est space. Moi je trouve ça très beau. En plus, alors là-bas ils sont pas très matinaux, mais moi du coup j'étais matinale et puis j'étais tellement motivée, donc j'arrivais avant tout le monde. Et en fait, j'arrivais souvent au moment où le soleil se lève à Paris, et c'est une image que je garde en tête parce que je me vois en fait dans les escalators du métro qui est en train de monter. Et du coup, quand je tourne la tête à droite, en fait, j'ai la vue sur tout Paris avec le soleil qui se lève. C'est juste. En plus, souvent les gens montent sur l'escalier là. Oui, le grand escalier. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, moi, voilà, j'aime bien, j'adore l'ambiance de la Défense. Ah non, mais c'est là que les plus gros groupes sont, généralement. Les sièges sociaux sont. Après, bon, depuis le Covid, ça commence à changer. On sait qu'il y a une grosse crise des bureaux. Ça coûte hyper cher. Donc, forcément, les gens essaient de rationaliser les coûts. Mais au-delà de coûter super cher, c'est qu'on a montré aux gens qu'ils peuvent travailler chez eux. Donc, télétravail est égal moins de besoin de bureau. Donc, on voit que beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui avaient des bureaux, qui louaient des bureaux, sont en crise parce que ils ont de plus en plus de mal à trouver des personnes pour les louer. Notamment, exemple, pour ceux qui connaissent, Blackstone, qui est un ancien affilié de BlackRock. Donc, BlackRock, c'est le plus gros fonds au monde qui gère plus de 18 000 milliards d'euros, donc c'est plus gros que la France déjà. Blackstone, qui gère le plus gros fonds de location immobilière pour les entreprises, a perdu pas mal d'argent parce qu'ils ont beaucoup de mal. Donc c'est aux États-Unis, mais on sait qu'en France, il y a toujours des répercussions. Donc voilà, j'ai ça comme ça. Ok. Ensuite, après les stages, tout ça. Oui. Alors, juste oublié de dire qu'entre les deux, avant d'arriver chez Fidal, j'ai fait un stage au conseil régional de la Guadeloupe quand j'étais de retour. Donc, un stage d'1 mois en fait au service fiscalité. Et c'est important parce que c'est un stage en fait où j'étais vraiment immergée au sein du service fiscalité et où j'ai appris vraiment pas mal de choses en fait sur la façon dont les choses fonctionnent en pratique, sur l'octroi de mer, comment c'est perçu et comment c'est géré en interne. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Le rythme de travail n'était pas trop... Après, en fait, ça n'a rien à voir avec un cabinet d'avocats. Les cabinets d'avocats, Fidal, il n'y a pas d'heure en fait. Vous n'êtes pas à 35 heures, donc on ne peut pas comparer, et puis c'est pas les mêmes enjeux. On ne peut pas comparer les horaires d'une administration, de fonctionnaires, avec effectivement une entreprise privée. Donc c'est sûr que c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes enjeux. Mais en tout cas, sur le fond, voilà, c'était vraiment intéressant. Et donc après, une fois que j'ai fini ma formation, donc j'ai prêté serment à Paris. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à travailler ma première collaboration. Il faut savoir que quand on est avocat, en fait, on a plusieurs façons d'exercer. On peut s'installer directement à son compte, donc on est complètement indépendant. Donc on a son propre cabinet, sa propre clientèle. Et sinon, on peut aussi être collaborateur. Et quand on est collaborateur, en fait, on travaille pour un autre cabinet. Et on a 2 types de collaborateurs. On a des collaborateurs salariés.
Donc en fait, c'est exactement comme un salarié classique et n'a pas... Alors, ils ont changé depuis, mais en principe, l'idée, c'est que le collaborateur salarié, il n'a pas forcément de clientèle personnelle, même si, encore une fois, ça a changé il y a 2-3 ans. En tout cas, il est vraiment complètement dédié au cabinet pour lequel il travaille. Et ensuite, vous avez le collaborateur libéral qui, pareil, travaille pour un cabinet, mais qui, à côté, en fait, c'est comme s'il avait 2 cabinets. Il a son propre cabinet et sa propre clientèle. Et donc, moi, j'ai commencé du coup en tant que collaborateur au sein d'EY, qui là aussi est un très gros cabinet international. Et là aussi, j'étais très fière parce que du coup, j'étais trop contente de voir d'où je viens. Je viens de Dubédou à Saint-François, plus précisément. Et je me suis dit que je suis passée de Dubédou Saint-François à EY, que je vois en fait quand vous regardez des séries aux États-Unis, enfin des séries qui se passent aux États-Unis. Des fois, vous voyez la tour avec écrit EY et je me disais, ah, j'étais là. Donc du coup, j'étais vraiment trop contente d'avoir l'opportunité de commencer ma collaboration là-bas. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant à peu près 1 an. Et ensuite, j'ai changé de cabinet et je suis allée chez Deloitte, qui, pareil, aussi, ça fait partie des Big Four, donc pareil, les plus gros cabinets d'avocats qu'on voit aussi dans les films, à la télé. Et voilà, donc là, j'ai changé de cabinet, j'ai travaillé là-bas 1 an et j'ai fait essentiellement de la fiscalité et du droit douanier. Ok. Donc, après toutes ces expériences, là, tu as décidé de revenir en Guadeloupe. Exactement. Alors, je ne sais plus combien de temps, du coup, ça me faisait à Paris, mais je crois que ça devait faire pas loin de 10 ans, en tout cas bientôt 10 ans. Et donc, en fait, la principale raison pour laquelle je suis rentrée, c'est ma maman. Parce qu'en fait, alors, ce qui est bien dans ce type de cabinet où j'étais à Paris, c'est que vous avez une carrière, entre guillemets, qui est toute tracée. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du cabinet, vous avez les stagiaires, les collaborateurs, les managers, etc. Donc, si vous travaillez bien, si ça vous plaît, si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous montez les grades, vous montez en rémunération, etc., etc. Donc, vous avez un parcours en fait qui est tout tracé. Et en fait, après, je trouve que c'est plus compliqué de revenir en Guadeloupe parce que vous devenez extrêmement spécialisé, vous devenez très cher en fait. Donc, du coup, soit les gens ne pourront pas forcément les moyens de vous payer, etc. Ou vous-même, vous avez acquis une telle spécialisation que vous n'allez pas forcément pouvoir l'utiliser à fond en Guadeloupe. Sachant que moi, je suis partie, j'ai jamais eu la volonté de vivre, de faire toute ma vie là-bas en fait. J'avais vraiment envie de partir, d'acquérir le maximum de ce que je pouvais. Mais toujours en fait dans l'objectif de rentrer. Je me suis jamais dit en fait que j'allais faire toute ma vie là-bas, que j'allais fonder ma famille à Paris, etc. Donc j'ai toujours eu dans l'idée de rentrer et j'ai trouvé effectivement que c'était le bon moment. Et donc voilà. Ok. Donc, je suis rentrée en juillet 2019 précisément. Okay. C'est super intéressant de parler de ça, le fait que quand on revient, on est sans doute trop cher, mais maintenant que tu as ton cabinet, est-ce que pour toi, c'est compliqué de trouver des clients ou est-ce que tu as dû ouvrir aussi ton panel afin de pouvoir, vu que tu es trop spécialisé Forcément, j'ai une pratique qui est plus large en fait, mais c'est surtout parce qu'à Paris, j'avais une pratique vraiment très spécialisée. Donc en matière de fiscalité, je faisais essentiellement de la TVA, alors que la fiscalité c'est très large, j'avais de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, de la taxe foncière. Moi, je faisais que de la TVA et du droit douanier. Donc, ce sont vraiment des matières qui sont très spécifiques que j'exerce encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans mon activité en Guadeloupe, je fais de la TVA, je fais du droit douanier, mais je ne fais pas que ça. Et c'était aussi une volonté de ma part, en fait, de ne pas faire que ça. Parce qu'à certains égards, sur certains dossiers, j'étais un peu frustrée parce que je voyais que la partie TVA, alors qu'il y avait tout un tas d'autres implications que j'avais envie de creuser. Et je ne pouvais pas parce que j'étais dans un service où on faisait que de la TVA. Et donc, du coup, effectivement, en rentrant en Guadeloupe, c'était pas une obligation, c'était plutôt l'opportunité pour moi, en fait, de faire plus de choses, mais toujours dans la matière que j'aime bien, qui est la fiscalité, en fait. Ok. Et c'est quoi ces autres matières? Donc, du coup, avant, effectivement, je faisais que de la TVA et du droit douanier, donc tout ce qui va être import-export, droit de douane, etc. Et donc, aujourd'hui, je fais de la fiscalité de façon plus large. Donc, je vais avoir des contentieux ou du conseil en matière d'impôt sur le revenu, de taxes foncières. En matière de droit des affaires, je vais constituer des sociétés.
Mais c'est pas juste constituer la société au sens d'avoir un numéro SIRET, c'est vraiment toute la partie conseil en amont du chef d'entreprise ou du futur chef d'entreprise de est-ce que j'ai envie de lancer mon activité, oui, quand, comment, pourquoi, avec quelle forme de société. Et toujours, je pense que c'est l'une de mes plus-values, avec ce petit vernis fiscal qui est inhérent aussi à la constitution de la société et à la vie en fait du chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je travaille effectivement avec des particuliers, avec des chefs d'entreprise, des petites entreprises, et j'ai aussi le plaisir en fait d'avoir des dossiers aussi avec des clients en fait que j'avais en fait à Paris dans ces très gros cabinets, donc des entreprises internationales, des clients qui sont basés au Canada, au Royaume-Uni. En fait aujourd'hui je les ai moi dans ma clientèle personnelle et ça c'est vraiment que du bonheur en fait. Voilà. Est-ce que tu n'aurais pas pu bosser pour les grands groupes, entre guillemets, import-export? Mais là, en fait, j'aurais dû être en fait, c'est soit effectivement, je peux avoir des clients qui sont dans ce secteur d'activité, ou sinon, pour bosser, entre guillemets, que pour eux, il faut que je travaille en interne, en fait, en tant que juriste pour ces entreprises-là, au sein de l'entreprise, et c'est pas du tout, moi, je suis avocat, en fait, j'avais exercé le métier d'avocat, et pas forcément de juriste dans une entreprise, et ça, j'ai pu le confirmer, en fait, quand j'ai fait mon stage, du coup, chez Bell, les fromageries Bell, j'ai vu en fait ce que c'était concrètement que le travail de juriste en entreprise, qui n'a absolument rien à voir en fait avec le travail d'un avocat. Et moi, ce que j'aime en fait, c'est être avocat. Ok. Est-ce que c'était difficile pour toi de monter ton cabinet? Alors, monter mon cabinet, oui et non, parce qu'en fait, moi, quand je suis rentrée avec un contrat de collaboration. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, donc toujours collaboratrice pour un cabinet. Et après, en fait, comme que je suis collaboratrice libérale, donc c'est toujours mon cas aujourd'hui, donc à côté, en fait, j'ai ma propre clientèle personnelle. Donc forcément, au début, quand vous arrivez, mais les gens ne vous connaissent pas. Donc du coup, donc j'avais essentiellement ma collaboration et donc la rémunération qui venait de ma collaboration. Et au fur et à mesure, ben, du coup, je développe à côté, du coup, ma clientèle personnelle. Comment on développe sa clientèle en tant qu'avocat? Alors, comme dans tous les métiers, je pense que le premier client, c'est votre réseau. Donc, en fait, c'est les gens que vous connaissez, qui vous connaissent et donc qui viennent vous voir, qui vous recommandent. Et après, j'ai envie de dire, les meilleures recommandations, c'est quand vous avez un client qui vous recommande auprès d'un autre client. Ça, vous savez en fait que vous avez bien fait votre travail parce que ça veut dire que votre client, il est satisfait et il est tellement satisfait en fait qu'il vous recommande auprès d'une autre personne. Donc ça, pour moi, c'est la première façon de se faire connaître. Et puis ensuite, je pense qu'il faut faire des interventions. Après, chaque avocat, si vous voulez, a sa propre façon de communiquer. Moi, je suis présente notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez des avocats en fait qui fonctionnent très bien, mais qui sont pas du tout présents sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux pour toi? Alors moi, je suis présente essentiellement sur LinkedIn pour l'instant, même si je vais développer les autres réseaux par la suite. Mais les réseaux sociaux, ça va être effectivement LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux qui existent en fait. Ok. Si tu penses à développer les autres réseaux, exemple TikTok, tu veux faire quoi? Donner des conseils, te filmer en donnant des conseils? Alors, à titre personnel, je n'irai pas sur TikTok, parce que voilà, moi, j'ai pas TikTok. Déjà, à titre personnel, j'ai pas de compte TikTok. J'ai essayé TikTok, mais c'est pas mon truc, en fait. Donc, j'ai voulu faire les petites vidéos, là, mais vraiment, je suis vraiment pas douée. Donc, on voit que vraiment influenceur, c'est un vrai métier, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, je pense pas que j'irai sur TikTok. Mais voilà, par exemple, faire des vidéos, pourquoi pas, mais on peut les faire effectivement au format LinkedIn, Instagram. Alors je dis, j'irai pas sur TikTok. Peut-être qu'un jour j'irai, mais en tout cas, l'expérience que j'ai eue, voilà, c'est pas forcément, voilà, c'est pas un réseau que je connais, que je maîtrise. En revanche, il n'y a pas de difficulté à y être, mais moi personnellement, je n'irai pas forcément. Aujourd'hui, ce que je fais comme publication sur mes réseaux, en fait, donc je repartage forcément des informations que je vois. Et à titre personnel, ma création de contenu, c'est surtout sur ce qu'on appelle du legal design. En fait, ce sont des infographies que je fais. Et en fait, c'est du droit avec des petits dessins. J'aime bien faire des petits dessins, des petits textes. Donc, en fait, c'est une page avec plein de couleurs et pas beaucoup de texte, mais qui donne quand même une information très précise, très claire. Volontairement, je mets pas forcément les articles du code, etc., parce que tout de suite, ça devient indigeste pour la personne qui la lit et qui n'est pas familière en fait. Et donc l'idée pour moi de
cette communication que j'ai sur les réseaux sociaux, en tout cas surtout LinkedIn que j'utilise pour l'instant, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible en fait déjà le métier que je fais, puisque quand on est avocat, on n'a pas forcément ce recul-là, mais quand on discute avec des personnes qui sont pas du tout dans le milieu juridique, ils voient malheureusement souvent l'avocat comme étant quelqu'un qui n'est pas forcément accessible ou qui leur donne une information qui est tellement compliquée en fait qu'ils n'y comprennent absolument rien. Et donc du coup l'idée en fait de ces infographies c'est vraiment de vulgariser l'information qui en fait est déjà disponible sur internet, mais c'est juste que quand vous allez il faut déjà la trouver, il faut aller la chercher, il faut la comprendre. Donc l'idée pour moi de ces infographies c'est vraiment de rendre accessible des informations qui peuvent être utiles aux personnes, mais toujours dans les matières que moi j'exerce, donc la fiscalité. Ok. Ça fait combien de temps le cabinet est ouvert? Alors moi, j'ai prêté serment en 2018, donc ça va faire bientôt 6 ans. 6 ans? Ouais, ça va bientôt faire 6 ans, donc là je suis dans ma 5e année. Ici? Ah non, en Guadeloupe, non. Non, c'était de 2019. Tu as dit que tu es revenu? Oui, je suis revenue en juillet 2019. Ok. Donc, je suis ici depuis 2019, mais j'ai prêté serment effectivement. Ok. Ah, donc dès que tu es venu, tu as commencé directement ici? Oui, en fait, j'ai commencé directement en tant que collaboratrice dans le cabinet où je suis actuellement et je suis toujours en fait. Ok. Donc ça veut dire que ça se passe bien? Oui, ça veut dire que ça se passe bien. Ok. Pointe-à-Pitre, c'est cool? Après, c'est vrai que le cabinet où je suis, il y a à Pointe-à-Pitre, donc moi je suis à Pointe-à-Pitre, j'ai pas de difficulté. Pointe-à-Pitre, quand on est avocat, c'est très bien quand on fait beaucoup de contentieux. Alors moi, j'en fais pas beaucoup, donc c'est vrai que j'ai pas. Ah oui, c'est vrai parce qu'il y a le tribunal. C'est ça, exactement. En fait, quand je dis je fais pas beaucoup de contentieux. Par rapport aux avocats en fait qui font du contentieux devant les juridictions, j'ai pas une activité où je passe l'essentiel de mon temps au tribunal. Donc c'est vrai que c'est un peu moins pratique, mais voilà, moi j'ai pas de souci avec la localisation. Rapidement, petite question comme ça. Dans la fiscalité, est-ce qu'un avocat, quel type d'avocat permet aux grosses entreprises de faire de l'évasion fiscale? Alors, je ne sais pas si évasion fiscale, c'est vraiment le terme, puisque... Optimisation. Quel genre d'avocat permet de faire de l'optimisation fiscale? Ouais, optimisation Alors, en fait, fiscale. quand on va dire optimisation fiscale, l'idée, c'est effectivement de savoir... de ne pas payer d'impôts, quoi, tout simplement. Alors, pas payer d'impôts du tout, c'est compliqué. On en paye toujours un petit peu. Donc ça, on en paye toujours un peu. Et si vous en payez pas, l'administration viendra regarder pourquoi. Et a priori, ils vont trouver quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre un exemple. Un exemple, c'est ça. McKinsey paye 235 € d'impôts au Delaware parce qu'ils sont basés au Delaware. On sait aussi qu'exemple Microsoft, sur 1 milliard de contrats qu'ils ont reçus en France, sur le logiciel, etc., pour l'armée, tout ça, vu qu'ils facturent en Irlande, je crois, ça permet de ne pas payer d'impôts. Donc, ça arrive à des entreprises de payer zéro. Oui, il y a des entreprises effectivement qui ne paient pas pendant une certaine durée, etc., qui paient peut-être d'autres impôts. Ils ne paient peut-être pas d'impôts sur les sociétés, mais ils ont peut-être d'autres impôts Comme quoi qu'ils vont payer. Ils vont pouvoir, enfin, je sais pas, vous avez notamment éventuellement de la taxe foncière s'ils sont propriétaires de certains biens. Vous allez avoir peut-être l'IFI qui va être payé par des personnes physiques si elles n'en sont pas exonérées. Vous allez avoir peut-être de l'impôt sur des plus-values qui vont être réalisées. Il peut y avoir d'autres types d'impôts et des impôts spécifiques. Donc du coup, quand on va voir un avocat, en fait, déjà les grosses entreprises sont conseillées par des très gros cabinets d'avocats. Bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a des besoins en termes humains, des besoins en termes matériels et des besoins en termes de compétences que forcément une personne qui est toute seule ne va pas pouvoir traiter. Donc je pense, et en général, les grandes entreprises n'ont pas un avocat. Elles vont avoir quand je dis un cabinet, etc. Voilà, notamment si vous êtes une entreprise qui est à l'international, vous ne pouvez pas travailler qu'avec un avocat qui est en France. Ça n'a pas de sens, en fait. Il ne va pas pouvoir vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. Donc, en fait, quand vous avez un groupe qui est basé à l'international, et un gros groupe qui est structuré, nécessairement, en fait, ils vont avoir des conseils qui vont être compétents dans les différents pays, en fait, où ils exercent. Donc, ça va être effectivement de très gros cabinets d'affaires qui vont pouvoir les conseiller sur différentes opérations en fonction, ça peut être 1, 2, 3, 4 cabinets. Ok. Alors, au cas où, après, on enchaîne. Mais, exemple, Choose France, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, Choose France, c'est quelque chose que le président a mis en place. Donc, c'est pour soutenir les entreprises qui veulent venir s'installer en France. Sauf que on a calculé pour certaines entreprises, par rapport aux aides données de l'État, les aides, donc nos impôts, quand on divise par rapport à ça, on se rend compte que chaque emploi coûte environ 1 demi-million. Mais bon, donc c'est pour ça que je me dis que finalement, est-ce qu'elle paye beaucoup d'impôts? J'en suis pas sûr. Je parle vraiment des grands groupes. Est-ce que tu es content
Ou est-ce que ça compte pas vraiment pour toi qu'un avocat soit aujourd'hui ministre de la Justice? Alors, dans mon quotidien, à moi, à titre personnel, Liliane est plus qui exerce à Pointe-à-Pitre, le fait qu'effectivement, on ait Monsieur Dupond-Moretti qui soit devenu garde des Sceaux, ministre de la Justice, ça n'a pas changé forcément mon quotidien. Après, moi, je trouve que j'aime bien l'idée que au sein du ministère de la Justice, on ait des personnes, en fait, qu'elles soient avocates ou pas, mais qui connaissent, en fait, d'une façon ou d'une autre, le milieu judiciaire et qui ont effectivement cette approche qui n'est pas uniquement technocratique, bureaucratique et chiffrée, mais qui ont effectivement pratiqué les tribunaux, qui ont pratiqué les clients, qui ont pratiqué le quotidien, en fait, du milieu judiciaire, là, essentiellement dans son aspect pénal. Et donc, moi, je trouve ça bien, en fait, que à ce type de poste, on ait effectivement des personnes qui savent comment ça se passe sur le terrain et qui peuvent, après, qu'elles y arrivent ou pas en pratique, mais au moins avoir un vrai retour de ce qu'on vit au quotidien, de ce que c'est que le métier d'avocat, et proposer, ou en tout cas essayer de proposer le cas échéant des mesures qui peuvent faciliter le quotidien de l'avocat ou du contribuable et faciliter la justice de façon générale. Ok. Rapidement, le salaire des avocats, c'est souvent irrégulier. Il y a des avocats qui gagnent très très bien leur vie, comme il y a des avocats qui gagnent le SMIC. Encore moins que le SMIC. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de cette situation? Parce que l'avocat est considéré comme quelqu'un de cher. Parce que toi, tu disais que quand tu étais revenu, vu que tu es spécialiste, tu es cher. Mais tout avocat dans la tête des gens, c'est cher de base. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, à des collègues à toi qui peuvent vivre en dessous du SMIC? Alors, donc en fait, la première chose, j'aime bien cette question parce que ça nous permet en fait d'entrer dans le quotidien en fait de la profession et l'idée du podcast, en tout cas, je pense, c'est aussi de faire connaître un petit peu ce métier. Donc en fait, effectivement, nous les avocats, on a un parcours qui est long. On fait de longues études en fait. Vous êtes à minima bac plus 7 ou bac plus 8. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez Comme un déjà, médecin. voilà, les médecins 2-3 ans un peu plus, mais en tout cas voilà. Le médecin général, c'est 8 ans? 10 ans, je crois. Ah ouais? Il me semble que c'est 10 ans. En Ok. tout cas, on n'est pas très loin. Donc, ça veut dire qu'on est déjà sur un parcours d'études qui est long. Et c'est vrai que on arrive parfois avec des dettes quand on doit faire des prêts étudiants, etc. Et donc c'est vrai que quand on commence, et ben la rémunération, sauf quand on commence dans des très très gros cabinets, notamment les cabinets anglo-saxons, là voilà, on est très bien payé. Mais c'est clairement pas la majorité des avocats. Ça reste vraiment vraiment une petite minorité. Et donc c'est vrai que vous avez une disparité de rémunération qui est très importante entre les avocats. Ensuite, il y a une chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que l'avocat, c'est un chef d'entreprise. C'est comme n'importe quelle personne qui est à son compte, qui est indépendant. Il y a des mois où c'est super, on a fait rentrer un super dossier et on est bien. Et en fait, le mois d'après, peut-être que du coup, on n'a même pas de quoi payer ses factures. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est important, en fait, d'avoir à l'esprit dans le quotidien de l'avocat, qui est un chef d'entreprise comme n'importe quel chef d'entreprise et qui a, en fait, ses charges fixes. Nous, les avocats, il faut savoir qu'on a à peu près, c'est vraiment une grosse fourchette, 40% de charges, mais vraiment c'est le minimum dedans. Si pour peu que vous ayez un loyer qui soit assez important, on a des bases de données avec lesquelles on travaille qui coûtent mais excessivement cher. Parfois vous pouvez être à 900 € par mois juste pour une base de données. Donc dedans vous n'avez pas encore mis votre papier, votre encre, vous n'avez pas mis votre loyer, l'eau, internet, etc. Donc en fait on a une profession où on a des charges en fait fixes qui sont entre 40 voire 60% de ce qu'on encaisse par mois. Donc c'est sûr que quand on va voir un avocat et qu'on doit le payer 150, 200, 250 € la consultation, ça fait une somme en fait à sortir. Mais l'avocat, lui, quand vous lui donnez 100 €, en fait, dans sa poche, il lui reste peut-être entre 50 ou 40 € une fois qu'il a tout payé après avoir fait 8 années d'études. Donc c'est vrai qu'on peut avoir effectivement l'impression que la somme en fait qu'on va sortir est importante, parce que c'est important, 150 €, 200 €. Mais pour l'avocat en fait, c'est aussi important de savoir ce qui lui reste concrètement. Quand vous lui donnez 150 € concrètement, lui, combien est-ce qu'il perçoit? Mais est-ce que les avocats ne sont pas trompés dans le fait de ne pas faire assez de pédagogie pour expliquer cela? Je pense qu'il y en a qui le font. Je pense qu'il y a des avocats qui le font. Après, comme je vous dis, c'est chacun sa méthode et chacun aussi après sa personnalité. Moi, je sais que j'ai une personnalité, ça se voit un petit peu dans les infographies. J'aime bien expliquer et je trouve que c'est important. Encore une fois, parce qu'on a un métier où les gens ont l'impression qu'on n'est pas accessible, justement d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer comment on fonctionne. Et je pense que
je prends un exemple, ça, on peut avoir l'impression que ça n'a rien à voir, mais si vous allez dans un restaurant gastronomique, un restaurant très très chic, etc., vous savez en fait que vous allez payer cher votre repas, vous n'allez pas payer 10 euros le plat, mais vous savez pourquoi en fait. Vous allez pas, soit vous n'allez pas y aller, ou soit si vous avez envie, vous avez besoin d'aller faire ce resto, vous allez y aller, mais vous savez que derrière vous payez cher parce que le repas il est bon, parce que vous avez une qualité de service, parce que etc. etc. Et ben l'avocat c'est pareil. Il faut déjà savoir en fait quand on va voir l'avocat ce qu'il peut nous apporter. Et je pense que ça c'est notre premier travail nous en tant que professionnels, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Parce que du coup on peut avoir l'impression que payer 150 euros c'est beaucoup trop cher. Mais quand vous voyez tout ce que ça peut vous faire économiser derrière, peut-être qu'effectivement vous payez 150 euros la consultation, mais derrière ça vous évite peut-être de perdre 10 000 euros, 20 000 euros, et en fait finalement 150 euros par rapport à ce que vous auriez perdu si vous n'étiez pas venu en consultation, finalement c'est peut-être pas si cher que ça par rapport à ce que ça vous fait gagner. Donc je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer ici, où il faut vraiment qu'on explique ce qu'on fait, pour que les gens, du coup, puissent avoir envie de venir nous consulter et ne soient pas justement réticents en se disant que déjà, ils vont rien comprendre à ce qu'on va leur dire, qu'on va juste leur faire payer cher et qu'en fait, ils vont ressortir avec rien du tout. C'est pas du tout le cas. Ok. Dernier message pour qu'est-ce que tu aimerais dans, je sais pas, dans le futur pour ta Guadeloupe? Waouh, j'aimerais tellement de choses. Dernier message, qu'est-ce que j'aimerais pour ma Guadeloupe? Je pense que si je devais choisir une seule chose que j'aimerais pour ma Guadeloupe, je pense que j'aimerais, enfin une seule chose et deux choses en même temps, du coup, plus de solidarité et d'empathie. Je trouve en fait que parfois, pas tout le temps, en fait on a toujours, en fait, faut jamais faire de généralité parce que voilà, on a des gens qui sont hyper lumineux, qui sont hyper solidaires, etc., hyper solaires et qui renvoient des choses vachement positives. Mais je trouve que parfois, en fait, on peut être dans on est souvent tenté, mais parce que c'est humain, d'être dans le jugement, d'être dans l'a priori, d'être dans quelque chose de négatif. Mais ça, c'est dans tous les aspects de la vie, hein. Vous avez un voisin, je sais pas pourquoi, sa tête vous passe pas, et vous êtes juste insupportable avec lui sans raison. Mais peut-être que de l'autre côté, en fait, lui, il vit quelque chose qui est vraiment dramatique et qui n'arrive pas forcément à l'exprimer, ou que vous n'avez pas ça à l'esprit. Et en fait, moi, je pense que si, moi, c'est ce que je pense. Je pense que si chacun était heureux dans son propre espace, ben, du coup, le monde entier, du coup, la Guadeloupe s'en porterait mieux. Donc, je pense que si chacun essaie de faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de compréhension et de solidarité envers l'autre, et juste, à minima, si vous voulez pas l'aider, mais juste lui mettez pas des bâtons dans les roues, en fait, faites juste votre chemin de votre côté, ben, je pense que du coup, notre Guadeloupe s'en porterait mieux et du coup, chacun d'entre nous, on s'en porterait mieux. Ok, c'est bon. Dernier message. Ben, merci à toi. Franchement, c'était cool. Franchement, j'ai appris pas mal. Je pense qu'on pourra peut-être refaire autre chose, plus spécialisé pour les gens. Mais voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, ben, je mettrai ton LinkedIn pour ceux qui voudront aller te suivre, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner TikTok, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn. C'est déjà pas mal. Merci à vous.